8h04, tout de suite, Monsieur Sahimi est sur place, Madame Fethi Laouni aussi. C'est le moment de faire entrer l'invité. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fethi Laouni. Nous revenons ce matin sur la tournée du souverain dans de nombreux pays africains, en particulier sur sa dernière visite officielle en Côte d'Ivoire. Les deux pays, d'année en année, renforcent leurs liens. De nouveaux accords bilatéraux entre Rabat et Abidjan ont été signés. 14 accords au total, nous allons en parler dans un instant. Nous revenons également ce matin sur la décision du Maroc d'intégrer la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le Maroc, jusqu'à présent, n'y a qu'un rôle d'observateur. Une décision saluée par de nombreux pays. Enfin, autre décision qui a suscité de nombreuses réactions et qui a été saluée par les Nations Unies et par Washington. Une décision concernant le dossier du Sahara, le retrait unilatéral et immédiat du Maroc de la zone tampon de Guergueletz. Nous allons en parler dans un instant. Moustapha Sahimi, bonjour. Bonjour. J'en bafouille dès le matin. Alors, Moustapha, nous allons débuter, si vous le voulez bien, par la Côte d'Ivoire. Les accords bilatéraux entre Rabat et Abidjan n'ont cessé, je le disais, de croître au cours des dernières années. En 4 ans, ce sont pas moins de 160 accords qui ont été signés. Il faut d'abord relever le potentiel économique de la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui a de très bonnes notes du point de vue de la communauté internationale. La croissance est en moyenne de 8-9%. Et il est prévu que dans le cadre du plan 2016-2020 qui a été arrêté par le gouvernement ivoirien, de maintenir cette croissance-là à ce niveau-là. Donc un potentiel extrêmement important. Une autre observation, c'est que les accords auxquels vous avez fait référence, qui a été signé sous l'égide de Sa Majesté le Roi et du président ivoirien, procède d'un processus de préparation. Il faut rappeler qu'il y a 3 ans a été mis sur pied le GIE, le groupement d'intérêt économique, qui a réfléchi aux opportunités de développement et de promotion des relations entre les deux pays. Comment booster justement l'économie entre Rabat et Abidjan. Donc tout ça est préparé. Je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'il y a de la préparation, il y a de l'évaluation, il y a du partenariat et ça donne des résultats attestés par les accords qui ont été signés donc à Abidjan. Et pour rejoindre ce que vous dites, je vais reprendre la déclaration de la présidente de la CGEM, Mariam Ben Salah Chekroun, qui a relevé que lors de cette visite avec la Côte d'Ivoire qui est devenue depuis 2015, date de la création de ce fameux rapprochement JE dont vous parlez, que la Côte d'Ivoire est devenue la première destination des investissements extérieurs du Maroc et les échanges commerciaux entre les deux pays qui ont triplé depuis donc 2015. Qui ont triplé depuis 5 ans. Depuis 5 ans plus exactement. Et le GIE avait été mis sur pied voici 3 ans. Donc un potentiel, un large champ de coopération, de partenariat couvrant des secteurs comme l'immobilier, la formation, une usine de pharmacie, des projets d'habitat, etc. Donc c'est extrêmement important. Ce qui a été relevé aussi par le président du patronat ivoirien, c'est qu'il s'agit de mettre en commun une expérience partagée. Il y a une élite d'opérateurs économiques en Côte d'Ivoire qui s'est toujours distinguée par beaucoup de dynamisme. Il y a évidemment aussi une élite marocaine et il y a donc là une convergence d'approches et une réflexion commune sur des projets intéressant les deux pays. C'est quelque chose d'exemplaire parce que ça vient conforter et illustrer une politique africaine développée par le Maroc en direction du continent. Alors les accords, on les rappelle brièvement, ça touche de très nombreux domaines, les militaires et la formation. Tout à fait. Mais c'était traditionnel. Vous savez que le Maroc est le pays qui forme le plus de militaires en Afrique.
Et combien de chefs d'État africains et de commandants militaires de ministre de la Défense sont passés par l'Académie militaire de Meknès. Donc il y a là une volonté Nous en avions commune de reçu former. celui des Comores. Oui, il y a celui, Notamment. il y a celui Mais de la c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mauritanie, le président d'Aziz qui est passé par l'Académie militaire de Meknès. Il y a d'autres chefs d'État, etc. Donc c'est une tradition au Maroc que d'accueillir la formation des officiers africains. Autre accord, notamment, c'est sur les infrastructures routières, mais également le logement. Il y a la finance, bien évidemment, le soutien des PME, avec un véritable accompagnement, des centres de traitement informatique. Oui. Ça, c'est un volet qu'on voit moins en Oui, général. c'est inédit. Il y a deux choses inédites, me semble-t-il, dans sa liste d'accords énumérés. C'est d'abord une économie numérique. Donc, nous sommes à la pointe d'un partenariat. On ne se contente plus de vendre et d'acheter. C'est un partage de savoir qui se fait maintenant. Et il y a également un autre projet innovant, c'est une usine pharmaceutique. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, autre information concernant le continent, dans sa politique menée depuis de nombreuses années pour renforcer ses liens avec ses voisins africains, c'est cette annonce du ministère des Affaires étrangères. Le Royaume a officiellement demandé à intégrer la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Le Maroc y a actuellement en fait un statut d'observateur. Il faut le dire tout de suite, c'est un beau coup diplomatique. Après l'entrée oui, de réintégration du Maroc à l'Union africaine. Vous et moi, Fthia et combien d'autres observateurs, auditeurs suivent de près la politique africaine du Maroc. Mais ça, je dois dire que c'est une grande innovation. Et c'est de l'audace. C'est de l'audace et c'est une politique avec un redéploiement. Alors là, CEDEAO, c'est quoi? C'est un ensemble important de 15 pays, dont le Nigeria, qui constitue à peu près plus des 3/4 du PIB de ces 15 pays. C'est une population de 320 millions d'habitants. C'est un PIB de 730 milliards de dollars, c'est-à-dire pratiquement 7 fois celui du Maroc. Et nous n'avons pas de frontière commune avec la CEDEAO, puisque c'est la Mauritanie qui fait tampon. La Mauritanie d'ailleurs qui s'est retirée dans des conditions interrogatives de la CEDEAO en 2000, mais ce n'est pas le sujet. Et donc la CEDEAO, c'est aussi l'ensemble économique ouest-africain le plus intégré dans tout le continent. Il y a là donc des possibilités immenses de coopération. Il y a aussi ce grand projet, je crois que ce qui a poussé Sa Majesté le Roi à prendre cette initiative audacieuse, c'est le gazoduc Nigeria, Maroc et probablement Europe, qui est donc un vecteur structurant d'une coopération potentielle illimitée. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette reprise donc, de ce dossier-là dans des conditions tout à fait surprenantes. Personne ne le savait, hein. À part les experts qui ont travaillé sur ces questions-là, il n'y a aucune information qui avait filtré. Ça se murmurait même pas? Même pas. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout, personne n'a évoqué la CEDEAO, même lors de la réintégration, parce que là, il faut parler de réintégration au sein de l'Union africaine. On rappelle ce que dit quand même le communiqué, cette demande permettra au Royaume de participer pleinement aux prises de décisions économiques et de jouer encore plus sa partition pour booster le développement dans les pays de la CEDEAO. Ça vient en fait compléter presque, j'ai envie de dire, toute cette politique menée au cours de toutes ces nombreuses années, surprise et pas surprise finalement. Vous avez raison, mais ça participe d'un double constat qui a été formulé dans le discours royal au sommet d'Addis Abeba le 30 janvier dernier. C'est pour ça que ce discours-là, maintenant, est un discours à rallonge. Parce que les messages forts qu'il exprime sont des messages qui traduisent non seulement une politique, mais aussi une vision. Qu'est-ce qu'il y a dans ce discours? Il y a le fait que l'Union maghrébine est en panne et qu'on ne peut rien faire, pour des raisons connues. Et le roi développe dans ce discours l'idée que le développement de l'Afrique ne peut se faire que par des blocs régionaux, des intégrations régionales. D'où la volonté marocaine d'intégrer
le bloc régional le plus dynamique et le plus prospère de tout le continent, en l'occurrence la CEDEAO. Donc il y a là un complément de politique africaine avec une vision qui avait déjà été formulée dans le discours du 30 janvier à Addis Abeba. Mais Et bien donc le au-delà, Maroc, j'ai envie de vous dire, oui, mais Mustapha, ça, parce que oui, mais c'est il y a- concret. oui, C'est-à-dire en l'espèce, là, je comprends que c'est ce une soit mesure concret, mais concrète. en fait, dans tous les derniers discours du souverain, le partenariat Sud-Sud est presque en priorité. Oui, le partenariat Sud-Sud, mais c'est un partenariat à un premier niveau, il est bilatéral, d'abord. Maroc et les autres Là, vous pays. voulez dire, il est politique. Maintenant, il va bien au-delà de ça. il est un deuxième niveau. Il est entre le Maroc qui intègre, ce n'est pas un accord entre le Maroc et les 15 pays de la CEDEAO, c'est le Maroc qui intègre un bloc régional extrêmement dynamique et prospère. Donc c'est un deuxième niveau. Et le souverain pense qu'on ne peut avancer dans le développement du continent que par une accentuation des intégrations régionales. Et à terme, dans les décennies à venir, c'est l'addition des intégrations régionales qui donnera une intégration au continent. Voilà la méthodologie. Une demande qui va être acceptée Oui, le ou Maroc est qui, déjà... ou qui va prendre du temps. Alors- Je le disais, le Maroc a déjà un statut d'observateur, mais ça n'a absolument rien à voir. Oui, mais le fait d'avoir statut d'observateur, c'est un pied dans la place. Ça sera étudié, il y a une procédure, évidemment. Et il faut seulement relever que ça implique une grande opportunité pour le Maroc et les 15 pays de la CEDEAO, mais aussi des ajustements et des mesures. Il faut savoir que la CEDEAO a prévu à l'horizon 2020 un passeport unique et une monnaie unique. C'est à l'ordre du jour depuis 15 ans, mais il faut le savoir. Il faut savoir Il faut également expliquer que, pourquoi. Parce que le franc CFA bloque de bloque très nombreux développement. pays et tout le développement d'une grande partie de et toutes l'Afrique. les politiques Voilà. monétaires. Et c'est puisque, vrai que c'est il y a- un débat. Il y a un problème de maîtrise et de plénitude de souveraineté monétaire qui est posé depuis 60 ans. Alors attention, quand on parle de monnaie unique, on ne parle pas de toute l'Afrique. Hein. Oui, on non, parle, mais je parle de on la parle CEDEAO. de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est prévu pour 2020. Il est prévu également un passeport unique. Donc c'est à voir. Et puis il est prévu aussi, le Maroc doit maintenant redéfinir les accords de migration avec les 15 pays de la CEDEAO. Ça prendra du temps, il y aura une mise au point qui devra être faite, mais ça implique à terme forcément la liberté de circulation entre les 15 pays de la CEDEAO et le Maroc, mais c'est pas pour demain. C'est dans pas pour un demain, avenir, on est en voilà. 2017, on parle Voilà. de 2020. Oui, mais ça C'est fait dans 15 3 ans. ans. Ça fait 15 ans. Ça que fait ces 15 ans, mais objectifs-là n'empêche sont que les fixés. négociations s'accélèrent quand même. On le voit Voilà. très clairement au cours de ces dernières années, de ces derniers mois, presque, j'ai envie de dire. Et puis la CEDEAO, on voit de plus en plus ces rapprochements qui se font. Vous parliez du volet politique et il est important. Ces rapprochements diplomatiques en ce moment. Et puis, c'est ce blocage du franc CFA que beaucoup relèvent. Alors, autre décision saluée par de nombreux pays, cette fois-ci concernant le dossier du Sahara, c'est le retrait du royaume de la zone tampon de Guerguerat, un retrait unilatéral, immédiat. L'annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères qui a expliqué que cette décision faisait suite à une déclaration du secrétaire général des Nations Unies, mais surtout suite à un entretien téléphonique entre Antonio Guterres et Sa Majesté le roi Mohamed VI. Alors, il faut rappeler les termes de ce dossier rapidement. Guerguerat, c'est quoi? C'est un poste frontière entre le Maroc et la Mauritanie. C'est une zone, un no man's land, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en deux postes frontières, de 3,7 km, où était installé depuis des années un centre de trafic de toutes sortes. Voitures volées, drogue, armes, cigarettes, etc. Le Maroc avait décidé en septembre dernier, en octobre dernier, de prendre des mesures simplement de bonne circulation, d'où l'aménagement et les travaux de construction d'une route, d'une route asphaltée. Ça a posé un certain nombre de problèmes, mais le Maroc était tout à fait dans son droit puisque c'est son territoire et qu'il fallait donc qu'il y ait une route asphaltée permettant le contrôle. Des mesures ont été prises par les séparatistes parce que c'est là du côté mauritanien, en installant deux postes frontières. Vous voyez le ridicule de la situation. Deux postes frontières pour contrôler des passeports.
dans une zone qui est un no man's land, démilitarisée, sous contrôle de la MINURSO et relevant du territoire mauritanien. Donc, c'est une situation tout à fait baroque, il faut le redire. Alors pourquoi ça a été fait? Pourquoi ça a été fait comme ça? Parce que c'était octobre et il y avait cette idée forte de la demande d'adhésion du Maroc à l'Union africaine. Et il s'agissait de créer un foyer de tension pour porter atteinte à la crédibilité de la candidature marocaine. Pour dire ceci, vous voyez bien que le Maroc est un facteur de division. Le Maroc amène dans ses bagages, s'il est admis au sein de l'UA, des contentieux. Il ne respecte pas la paix et la sécurité. Donc, c'était une opération préparée de longue main par les séparatistes avec l'appui de l'appareil sécuritaire algérien qui était sur place, qui avait détaché des éléments sur place et qui contrôlait au jour le jour cette opération. Les situations se sont un peu dégradées et on était à la limite pas loin d'un incident militaire. C'est ce que voulaient d'ailleurs les séparatistes, mais le Maroc a maîtrisé la situation parce qu'il ne voulait pas leur donner cette occasion-là. Vous savez, cette zone, on l'appelait Kandahar. Kandahar, c'était par référence donc à cette ville d'Afghanistan qui était le lieu de toutes les violences et de tous les trafics. Des éléments nouveaux sont intervenus les derniers jours avec les entraves apportées à la liberté de transport, notamment les camions marocains transportant des marchandises, des produits, des légumes vers la Mauritanie, parce que c'est ça, c'est le grand axe, et la Mauritanie est importatrice de tous ces produits-là. Alors, c'est une situation qui n'était pas gérable et donc le Maroc a pris des mesures sécuritaires, donc avec un dispositif sur place. Nous étions pas loin d'un incident, mais le Maroc a maîtrisé les choses et il a saisi le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est l'ancien Premier ministre portugais, qui connaît bien le dossier du Sahara, qui a été haut commissaire aux réfugiés. Et il avait visité Tindouf, il avait visité tous les autres camps, tout ça, etc. Donc il connaît parfaitement le dossier du Sahara marocain. Le samedi, le 24 février, voici 4 jours, Sa Majesté le Roi a téléphoné à Guterres en lui demandant de prendre ses responsabilités en tant que secrétaire général de l'ONU pour mettre fin à une situation qui porte atteinte au climat de paix et dans la région à la tension. 2 jours après, le secrétaire général de l'ONU a répondu en disant qu'il allait prendre les mesures adéquates. Et c'est sur cette base-là que dimanche, voici 2 jours, le Maroc a décidé de retirer ces éléments armés qui étaient dans cette zone de no man's land immédiatement. Alors ça veut dire quoi? Comment vous l'analysez, ce retrait? Ça veut dire, le Maroc respecte la volonté de la communauté internationale. De l'ONU. C'est extrêmement important. Le Maroc tient à avoir un nouveau climat avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à la différence des relations détestables qu'il avait avec son prédécesseur Ban Ki-moon. 3, c'est la communauté internationale qui est maintenant responsable sous les auspices des Nations Unies. En particulier, ça fait partie du cahier de charge de la MINURSO. Il faut bien comprendre que la MINURSO, depuis l'accord de cessez-le-feu de 1991, c'est elle qui est chargée de veiller au respect du cessez-le-feu et éviter qu'il y ait des incidents, des débordements. Donc, notre position est extrêmement confortable. Puis le dossier entre les mains de l'ONU, de la MINURSO. Quand même, le point essentiel, c'est la stabilité régionale. Tout à fait, c'est un foyer. Parce que là, on parle d'un gigantesque axe routier, il n'est pas anodin du tout. Oui, et puis vous avez raison. Et puis le Maroc témoigne de sa disposition à respecter, je l'ai dit, la décision de la communauté internationale. À se situer dans le cadre de la légalité internationale et on ne veut pas leur donner, il y a eu beaucoup de maîtrise dans la gestion de ce dossier, on ne veut pas leur donner un prétexte pour créer artificiellement de nouveau un foyer de tension alors que dans moins de 2 mois, à la fin avril, le Conseil de sécurité va se ressaisir de la question du Sahara marocain dans des conditions nouvelles d'ailleurs, puisqu'il sera mis fin, je puis vous le dire, je ne prends pas un grand risque, il sera mis fin à la mission de M. Christopher Ross, dont le constat d'échec est patent. C'est pas vraiment une surprise. Non, c'est pas une surprise, vous voyez, c'est pas un scoop. Oui, c'est loin d'être un scoop, Moustapha, je suis désolé.
Oui, pour les gens mal réveillés comme vous, c'est peut-être. Vous savez comment on appelle ça? Vous savez comment c'est enfonceur de porte ouverte là. Voilà, oui, mais ça fait rien, c'est bon. Donc, fin de mandat de. Non, j'ai dit ça pour finir ma phrase. Fin de mandat de Christopher Ross, probablement désignation d'un autre envoyé spécial pour reprendre le dossier. Et puis, je puis vous dire, là je ne vais pas vous surprendre non plus, que lors de la session d'avril, il y aura une reconduction de la résolution d'avril 2016, reconduction de mandat de la MINURSO, et ouverture et lancer un appel pour des négociations sérieuses crédibles. Mais je peux vous dire que c'est le 100e point de l'ordre du jour des Nations Unies. J'ajoute un point, 10 secondes si vous permettez, c'est que ce qui est nouveau par rapport à avril 2016, avec la réunion du Conseil de sécurité sur la question du Sahara marocain, c'est que pour la première fois, il n'y a plus l'intervention de l'ex-envoyé spécial de l'UA auprès de l'ONU, c'était l'ancien président mozambicain Chissano, qui est d'ailleurs un personnage tout à fait... Oui, mais il était mandaté. C'est vrai. Jusqu'à nouvel ordre, il était mandaté, donc c'est fini, il a fini son mandat. Et probablement qu'il y aura au niveau de l'UA une volonté de reprendre d'une manière ou d'une autre ce dossier pour essayer de trouver une solution africaine. En fait, vous avez relevé un point très important concernant les relations entre le Maroc et les Nations Unies. C'est effectivement la grande connaissance d'Antonio Guterres du dossier du Sahara, Espagne bien sûr, et on connaît les relations très privilégiées qu'entretient le Maroc avec l'Espagne, mais aussi, et vous le releviez, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés. Oui. Voilà, avec les Portugais. Exact. Oui, oui. Le Guterres est portugais. Oui, j'ai dit Espagne, là. Voilà. Non, Portugal. Hop là. C'était pas loin. Ouais, bon, et je voudrais ajouter un mot, c'est que la décision royale d'opérer le retrait des éléments armés simplement du poste frontière de Guelguerat permet de ne pas gêner le nouveau secrétaire général dans l'appréhension du dossier du Sahara marocain. Vous pensez, vous, qu'avec Antonio Guterres, il y aura peut-être une avancée significative dans le dossier du Sahara? Si une avancée elle doit se faire, elle doit se faire d'abord par l'identification des réfugiés et le recensement. Ouais. Et lui avait plaidé, au commissaire aux réfugiés, il avait plaidé pendant des années... Quelle est sa position d'ailleurs vis-à-vis du Maroc, clairement? Vous savez, il a une position professionnelle et équilibrée. Il ne faut pas oublier, il n'est plus Premier ministre portugais, il est secrétaire général de l'ONU, sous l'autorité du Conseil de sécurité, où nous avons des amis, des alliés, mais nous n'avons pas que cela. Et donc, je pense qu'il voudra être modéré, mais surtout, il veillera à ne pas être partial et partisan comme l'était Ban Ki-moon. C'est ce que demande le Maroc. Le Maroc ne demande pas autre chose, demande que le secrétaire général de l'ONU fasse son job sur la base des données qu'il a. Il a un avantage, M. Guterres, il connaît le dossier, et il connaît le problème des réfugiés et il sait comment ça se présente en termes régionaux, non seulement dans la région, mais aussi au Maroc. Donc il veillera. Mais ça n'est pas une priorité quand même, je voudrais le dire, ça n'est pas une priorité pour le nouveau secrétaire général de l'ONU parce qu'il y a tellement d'autres grands dossiers à l'ordre du jour. Bien évidemment. Merci Moustapha Srihmi. Merci à vous. De toutes ces explications, éclairages, hein. Vous m'avez éclairé dès le matin. Merci beaucoup, monsieur Srihmi. Merci beaucoup, Fatih Laouni. On continue donc notre programme de la matinale. C'est un plaisir, voyez-vous. Écoutez, partagé. En tout cas, ça a le mérite de bien éclaircir les dossiers pour ceux qui, comme moi, sont un petit peu, étaient un petit peu dans la bonne. Justement, est-ce qu'il a été clair? Il est clair, Kijini Moustapha Srihmi, très clair. Voilà. Ce compliment m'intrigue. Vous ne m'avez pas habitué à ces compliments-là. Vous êtes mauvaise langue, vous devriez être flatté. Je suis pas sensible. Parce que ce ne sont pas des dossiers simples. Je ne suis pas sensible à la flatterie. D'accord. Salam alaikum. Merci à vous. Vous mettez dehors. Bonne journée. Tout de suite, une petite pause publicitaire. On revient pour les informations de 8h30.